Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le cours lié à cette gestion des clés qu'on appelle principalement les infrastructures de gestion de clés publiques. Alors, cette infrastructure de gestion de clés publiques, pourquoi? Parce qu'on a vu dans le chapitre précédent le chiffrement asymétrique qui était à plus d'un titre intéressant dans le sens où on peut échanger des messages d'une manière confidentielle, même avec des personnes qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, c'est un système qui est ouvert à toute la communauté, mais le problème qui va se poser, c'est qu'à un moment donné, rappelez-vous, même à travers les exercices, quand on a fait des chiffrements pour envoyer des informations confidentielles en utilisant la clé publique du destinataire, et on avait dit que seul le destinataire pouvait déchiffrer l'information. Le problème qui se pose, c'est vous avez utilisé une clé publique, on peut se poser la question suivante, qui nous dit que cette clé publique appartient bel et bien au destinataire, étant donné que la communauté, elle est assez large, assez vaste, donc pour pouvoir identifier et savoir à qui appartient telle ou telle clé publique, ça veut dire qu'on doit connaître tout le monde. Or, a priori, on avait dit qu'on ne pouvait pas connaître tout le monde a priori. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un système qui permet effectivement d'avoir une communication avec le maximum de personnes. Donc, il fallait trouver un moyen qui permettait d'identifier les interlocuteurs et d'avoir cette assurance qui permet par la suite d'associer une clé publique pour une entité bien précise. Alors, je dirais, ce problème, c'est pas un problème nouveau, c'est un problème ancien, y compris si vous voyez un peu l'historique de l'humanité, les choses ont évolué de la sorte. Donc, dans le temps, il y avait des populations, mais des populations qui étaient, je dirais, réduites. Et donc, en général, les gens se connaissaient un peu. Alors, ensuite, les populations, ça a commencé à grandir. Et automatiquement, ces populations qui ont grandi, il était devenu de plus en plus difficile à identifier les gens. Donc, au départ, les gens, ils se connaissaient. D'ailleurs, même au niveau de l'appellation, dans le temps, les gens, on pouvait les identifier par, je dirais, deux mots significatifs en disant telle personne, fils de telle personne. Donc, on connaissait, on arrivait à identifier la personne à travers son père. Quand ça a augmenté un peu, c'était un peu plus difficile. C'était des tribus. En général, quand on ne connaissait pas la personne, on disait, oui, cette personne, fils de telle personne, de la tribu telle. Et de plus en plus, ça a augmenté. Et c'est devenu un peu délicat pour pouvoir identifier les gens. Et donc, avec le nombre croissant de la population, il fallait trouver un moyen pour permettre d'identifier les personnes d'une manière, je dirais, unique et d'une manière qui est assez robuste. Donc, vous remarquez que de plus en plus, l'identification est devenue un besoin en réel au niveau de la vie active. C'est de la sorte que on a mis en place un système qui permet d'identifier les personnes à travers ce que vous connaissez et ce que vous utilisez actuellement, ce qu'on appelle la carte d'identité nationale. Et donc, cette carte d'identité, automatiquement, c'est une pièce d'identification qui permet d'associer
un nom, un prénom, une date de naissance, une adresse à une personne pour dire que telle personne s'appelle XY qui est né à tel endroit, tel jour, etc. et qui habite à telle adresse. Donc ça, c'était le moyen qui a permis effectivement de réaliser cette identification de la personne au niveau national. C'est pour ça qu'on l'appelle la carte d'identité nationale. Ensuite, comme les gens sont mobiles et traversent les frontières, il fallait trouver, parce que la carte d'identité nationale, elle est valable uniquement dans le territoire. En dehors du territoire, on ne connaît pas cette carte d'identité nationale, et donc il fallait trouver un moyen qui permet d'identifier les personnes quand ils sortent de leur territoire. Donc, ce qu'on a conçu, on a conçu une nouvelle pièce d'identité qui était le passeport. Pourquoi? Parce que le passeport permet d'identifier la personne et de l'identifier pas par rapport à un territoire, mais par rapport au monde, pour dire que c'est tel pays, et donc à l'intérieur de ce pays-là, cette personne est identifiée, etc. Et on arrive à faire de cette identification une identification, je dirais, globale à l'échelle du monde. Donc, typiquement, c'est cette même démarche qui a été adoptée dans le monde numérique. Donc, dans le monde numérique, il fallait identifier les entités et particulièrement pour l'usage du monde numérique, on a besoin de la confidentialité. Donc, pour avoir la confidentialité, il faut utiliser des clés, particulièrement les clés publiques. Et là, il fallait identifier la clé publique avec son propriétaire. Donc, son propriétaire qui est identifié d'une manière unique et ce qui permet d'avoir effectivement cette identification. Et donc, on a l'assurance d'usage de la clé publique et on arrive à identifier la personne. Et donc, on n'a aucun doute sur l'utilisation de sa clé publique. Et donc, ça veut dire qu'on va créer une entité. Donc, cette entité-là, c'est, pour faire toujours l'analogie avec l'exemple que j'ai donné, donc vous avez au niveau national des entités qui permettent de créer des cartes d'identité. Donc, dans le temps, c'était les daïras, maintenant, c'est devenu les APC. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette entité qui est la daïra ou l'APC permet de créer cette pièce d'identité. Et naturellement, cette pièce d'identité permet d'identifier ces différentes personnes. Et comment on sait que cette identification, ça veut dire quoi? Ça veut dire en général, vous devez fournir un dossier au niveau de la PC, au niveau de la daïra, et ensuite, la daïra ou la PC va vous délivrer une pièce qui est la pièce d'identité. Donc, vous recevez une pièce d'identité, et à vrai dire, au niveau de la daïra, c'est tout votre dossier qui reste au niveau de la daïra. Bon, typiquement, la même chose qui va se passer avec cette entité-là dans le monde numérique qu'on appelle l'entité, la CA, c'est-à-dire Certification Authority, qui est l'autorité de certification. Donc, dans ce principe, c'est la même chose. C'est que cette autorité de certification qui, elle, va donner, donc elle va générer cette clé publique, elle donne une copie à l'utilisateur et elle garde une copie chez elle. Pourquoi qu'elle garde une copie? Parce que ça permettra par la suite, comme on le verra, que c'est un moyen pour pouvoir vérifier une clé si elle appartient vraiment à un utilisateur ou pas. Donc ça, c'est le principe qui est utilisé au niveau de ces structures, qui sont les autorités de certification. Alors, le même principe, si on revoit toujours notre exemple, si vous revoyez votre carte d'identité, vous allez voir que cette carte d'identité, il y a un certain nombre d'informations qui existent, telles que je l'ai dit tout à l'heure, le nom, prénom, la date de naissance et autres, etc. Mais si vous voyez à la fin, en général, de la pièce d'identité, vous avez une signature, un cachet et une signature. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
l'entité, la daïra ou l'APC, c'est elle qui va attester la signature, comme on l'avait dit, c'est un moyen d'attester et de confirmer les données qui sont signées. Et là, ça va être la même chose avec l'autorité de certification, c'est que elle va signer les données relatives à l'entité qui possède sa clé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va attester que ces données, en termes de clés publiques, etc., et on verra quelles sont toutes les données qui sont autour de cette clé publique, elles sont validées par cette autorité de certification grâce à la signature. Parce que la signature, ce n'est autre qu'un moyen qui permet de confirmer ou d'attester que certaines données sont vraies. Le troisième principe, c'est quoi? C'est la clé publique qui est utilisée, qui est signée, elle va être mise dans un document. C'est la même chose que la carte d'identité, sauf que cette carte d'identité, c'est dans le monde numérique, on ne va pas avoir une carte d'identité, on va avoir un document numérique. Donc ce document numérique, c'est lui qui va contenir toutes les informations. C'est à chaque fois que une entité va se décliner pour dire voici ma clé publique, tu peux récupérer cette information et par la suite, tu pourras vérifier cette information et tu pourras dire à un moment donné, est-ce que tu acceptes ou bien tu n'acceptes pas je dirais, cette clé publique. Là, pour revenir un petit peu à notre exemple, c'est pour dire tout simplement, tu as une carte d'identité qui est valable. Si vous vous rappelez tout à l'heure ce que j'ai dit que la carte d'identité était valable dans le territoire national. Donc, imaginez que vous êtes en train de voyager, vous allez présenter votre carte d'identité à l'extérieur, dans un pays étranger. Mais naturellement, le pays étranger ne reconnaît pas cette carte d'identité. Pourquoi? Parce que cette carte d'identité, elle a une portée locale, c'est-à-dire qu'elle est juste à l'intérieur d'un territoire. Et c'est la même chose qui va se passer dans le monde numérique, c'est que quand une clé publique est présente, vous allez la présenter, automatiquement, une entité qui va recevoir ça, elle peut décliner cette clé publique. Pourquoi? Parce qu'elle ne reconnaît pas l'autorité qui a délivré cette clé publique. Et du coup, pour elle, la clé publique n'est pas valide. Et donc, c'est dans ce sens que le principe qui est utilisé, vous allez me dire que comment faire? Ben, tout simplement, au niveau des pièces d'identité, ce qu'on a fait, à la place de la carte d'identité, ce qu'on a fait, on a délivré un passeport. Donc, ce passeport qui est valide à l'extérieur du territoire national. Alors, pour le monde numérique, il y a un autre procédé qui est fait, c'est quoi? C'est que tu as une autorité de certification qui a délivré ce certificat numérique et automatiquement, pour qu'il soit reconnu ailleurs, il faudrait qu'il y ait un mécanisme de ce qu'on appelle un mécanisme d'approbation entre les différentes autorités de certification. Parce que chaque autorité délivre des certificats. Donc, pour qu'il y ait une reconnaissance mutuelle de part et d'autre, il faudrait qu'il y ait des approbations entre les différentes autorités de certification. Et donc, ça, c'est le moyen qui est fait et l'usage de ces certificats. Alors, d'une manière pratique, quelle est l'organisation qui est faite? L'organisation qui est faite, en général, vous avez une organisation hiérarchique qui est mise en œuvre pour réaliser les différentes autorités de certification. Et donc, cette organisation hiérarchique, c'est ce qui existe dans beaucoup de pays. Donc, si je reprends aussi l'exemple de la carte d'identité nationale, implicitement, s'il y a, vous avez implicitement un mécanisme d'approbation des entités qui existent. Parce que si vous voyez bien, votre carte d'identité, elle est délivrée par une daïra ou une APC. La daïra ou l'APC, c'est juste une localité au niveau du pays. Mais vous avez la possibilité et vous avez le droit de présenter cette carte d'identité
dans tout le territoire national. Et donc, dans tout le territoire national, comment se fait-il que votre carte, elle est valide et acceptée dans tout le territoire national? Donc, elle est acceptée et elle est valide à travers tout le territoire national pour une raison qui est simple. C'est qu'il y a, d'un point de vue légal, c'est que toutes les APC ou les daïras font partie du territoire national. Et donc, implicitement, il y a une reconnaissance implicite de l'État de tous les documents qui sont fournis par les communes et par les daïras. Et donc, du coup, vous avez par voie légale un mécanisme d'approbation qui est fait automatiquement entre toutes les communes et toutes les daïras d'un territoire donné. Et donc, du coup, ce qui se passe, si vous voyez cette architecture, c'est un peu l'architecture qui existe dans le pays. Vous avez le pays, ensuite, vous avez les wilayas, et ensuite, à partir des wilayas, vous avez les daïras, et à partir de la daïra, vous avez les communes. Et donc, du coup, ça, c'est la structure hiérarchique qui existe au niveau organisationnel du pays. C'est typiquement la même chose qui est utilisée pour les autorités de certification. Donc, en général, vous avez une autorité de certification racine qui existe au niveau d'un pays donné. Ensuite, vous avez d'autres, je dirais, autorité de certification d'un niveau inférieur, et ainsi de suite. On peut descendre à plusieurs niveaux selon le besoin. Alors, quelqu'un pourrait se poser la question en disant, dans un pays, est-ce qu'on est obligé de garder la même, je dirais, structure hiérarchique administrative? La réponse est tout à fait non, pour une raison qui est simple. Dans le monde numérique, on n'a pas une structure, je dirais, administrative bureaucratique. Donc, dans la structure numérique, en général, la tendance, c'est d'éliminer toutes les barrières bureaucratiques et administratives. Et donc, on pourrait se poser la question, tiens, comment on pourrait organiser les autorités de certification? Tout simplement, les autorités de certification, on peut les organiser selon une autre démarche un peu différente complètement. C'est quoi? C'est cette démarche, on peut la voir comme étant une organisation par, je dirais, beaucoup plus activité ou bien par, je dirais, ce qu'on appelle communément par domaine. Alors, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, cette organisation, elle concerne, je dirais, avant tout, elle concerne le citoyen. Ça veut dire quand vous faites du numérique, c'est que vous voulez faciliter la vie à l'utilisateur. Or, l'utilisateur, il intervient dans beaucoup de domaines au niveau de la vie active. Donc, à un moment donné, je prends un exemple classique qui est utilisé. Vous avez un individu qui a pu avoir son diplôme et il veut être recruté. À un moment donné, si on veut qu'il soit recruté, ça veut dire que vous devez fournir un dossier. Et là, le dossier, ce n'est pas un dossier c'est pas un dossier papier, c'est un dossier numérique, puisqu'on est dans le monde numérique. Et du coup, dans le dossier numérique, vous êtes obligé de chercher et de vérifier quel est son profil, je dirais, de compétences. Donc, or, ce profil de compétences, on doit le chercher d'une manière automatique. Et ce profil, il est, je dirais, formé de toutes les étapes qu'il a pu subir tout le long de sa carrière. Ça veut dire que l'individu, il s'est formé, ça veut dire qu'à un moment donné, il a fréquenté une école primaire, il a fréquenté un collège, un lycée, une université, éventuellement un centre de formation professionnelle, etc. Donc, si vous regardez dans le truc administratif, le primaire, le collège et le lycée, c'est le ministère de l'Éducation. Si vous prenez l'enseignement supérieur, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Si vous prenez la formation professionnelle, c'est le ministère de la formation professionnelle. Donc là, vous voyez que ce sont des secteurs qui sont complètement différents. Or, au niveau de la fonctionnalité, c'est la même fonctionnalité. Vous avez, ça c'est ce qu'on appelle communément le secteur de la formation, c'est-à-dire un individu qui va se former. Et donc, il peut se former dans différents secteurs, mais ça reste toujours de la formation. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'au niveau de l'autorité de certification, il est plus judicieux d'avoir une autorité de certification qu'on appelle l'autorité de certification de formation. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que l'individu, quel est tout son parcours de formation, quel que soit le secteur. Et donc, automatiquement, on arrive à avoir l'information et à identifier l'information dans tous les secteurs de la formation. Je donnerai un autre exemple qui vous permet de montrer ça, et ce n'est plus, c'est-à-dire dans le monde numérique, on n'est pas obligé de calquer le modèle administratif, mais le modèle est complètement différent. Si vous prenez par exemple pour un individu et de voir un peu le profil, je dirais, financier de l'individu, c'est de voir quelles sont toutes les opérations qu'il a pu réaliser, quelle est sa fortune qu'il a pu avoir, comment il a pu gagner sa fortune, etc. On peut voir ça comme étant, je dirais, un parcours dans différents secteurs. Les deux secteurs, par exemple, principaux, tu peux avoir le secteur financier. Or, dans le truc administratif, vous avez le ministère des Finances. Mais tu peux avoir aussi, parallèlement, c'est le gars qui a fait du commerce. Le fait qu'il a fait du commerce, c'est le ministère du commerce, parce qu'il y a des histoires de registre commerce et autres, etc. Et on peut avoir aussi le gars qui a fait des transactions, etc., et qui peut même avoir des usines. Or, les usines et autres, etc., c'est le ministère de l'Industrie. Donc là, vous voyez déjà que d'un point de vue financier, tu peux faire appel à au moins 3 secteurs administratifs différents. Or, dans l'aspect, je dirais, numérique, tout ça concerne le domaine financier. Et donc là, je peux avoir une autorité de certification qui permet de regrouper l'ensemble de ces entités. Et donc, le principe, c'est toujours le même, c'est d'avoir une structure hiérarchique. Donc, cette structure hiérarchique, c'est quoi? C'est une structure hiérarchique à l'échelle nationale. Et donc, on va avoir une autorité de certification racine. Donc, c'est elle qui va chapeauter le tout. Et ensuite, vous avez des niveaux inférieurs qui se font. Donc, pour ma part, on a fait des études concernant ça et on a pu même publier des articles concernant ça. Et ce que je préconise, c'est d'avoir des structures par ce que j'appelle des domaines. Et donc, c'est ce que j'ai expliqué, c'est le domaine de santé, le domaine financier, je peux avoir le domaine administratif, etc., etc. Donc, on peut regrouper ça et ça permettra effectivement d'avoir différents domaines qui vont collaborer entre eux sous la tutelle de l'autorité racine. Donc, l'autorité racine, quel est son intérêt? C'est de pouvoir coordonner tous ces éléments-là et ensuite de passer à l'échelle internationale. Donc, je passe à l'échelle internationale, ça c'est pour quelqu'un qui veut faire à un moment donné des achats sur Internet, ça veut dire que tu peux acheter dans notre pays. Comment tu le fais? C'est que tu es obligé à un moment donné de passer par l'autorité, cette autorité racine du pays. Comme l'autorité racine, elle doit avoir des relations avec des autorités des autres pays, donc automatiquement, à un moment donné, vous pouvez toujours valider votre transaction sur Internet qui sera reconnue parce que vous, en tant qu'entité avec votre clé publique, vous serez reconnu et donc automatiquement, vous pouvez faire ce qu'on appelle une transaction sur Internet donc, qui va mettre en action deux entités de deux pays qui sont différents. Alors, ça, c'est ce qui permet justement de développer énormément le numérique dans un pays. Alors, chez nous, il est vrai que cette autorité racine n'a pas encore vu le jour. Donc, sur les textes, ça existe, mais en pratique, elle n'est pas encore, je dirais, mise en place. Donc, le numérique peut être développé énormément si on peut passer à mettre en œuvre toutes ces entités et tous les mécanismes qui vont avec pour pouvoir progresser dans ce sens. Donc ça, c'est pour expliquer un peu l'organisation et le principe de base de fonctionnement. Donc, on va mettre ce qui est fait dans la pratique, dans beaucoup de systèmes. Vous avez des autorités qui sont organisées sous forme hiérarchique et
ce que vous avez entre les différentes hiérarchies, il y a le mécanisme, ce que j'appellerais le mécanisme d'approbation qui existe entre les différentes autorités. Ça veut dire qu'à un moment donné, si quelqu'un veut faire une transaction, même au sein d'un pays, c'est que vous êtes à Alger et vous voulez faire une transaction avec quelqu'un qui se trouve à Tamarrasset, etc. Donc, le moyen, c'est d'identifier la personne et l'entité. Grâce à l'autorité de certification, tu peux toujours l'identifier. Pourquoi? Parce que celui qui a cette entité qui se trouve à Tamarrasset, il y a un mécanisme d'approbation avec l'autorité qui se trouve à Alger. Et donc, du coup, vous pouvez identifier la personne et identifier sa clé publique et donc pouvoir faire des transactions par la suite. Donc ça, c'est pour vous montrer quel est tout le processus et les mécanismes qu'on doit mettre en place pour arriver à cette situation. Bon, alors maintenant, on passera à quelles sont les fonctionnalités de cette autorité de certification. Donc, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, c'est principalement cette problématique que j'ai posée au départ de la génération de couples qui est la clé publique et la clé privée, et donc de faire cette association entre la clé publique et l'entité qui la possède. Et bien entendu, il y a tout un mécanisme qui existe derrière, qu'on doit mettre en œuvre au niveau de l'autorité de certification. Pourquoi? Parce que tu as aussi le mécanisme d'archivage, de sauvegarde et d'archivage. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu peux avoir cette clé publique qui est, je dirais, pour une raison ou une autre, c'est une clé qui ne devient plus valide. Et donc, automatiquement, soit tu peux prendre plusieurs cas. Je prends le cas parce que cette clé que tu peux posséder au niveau du certificat numérique, souvent, elle est sur un support électronique et tu risques de perdre ce support électronique. Le cas le plus connu, le plus simple, c'est vous avez une carte bancaire. Donc, dans la carte bancaire, vous avez le certificat numérique avec la clé, etc. Cette carte bancaire, vous pouvez la perdre, quelqu'un peut vous la voler, etc. Et donc, du coup, cette carte, il faudrait qu'elle soit annulée. Et du coup, si vous annulez la carte, vous allez annuler avec la clé publique qui va avec. Et donc, automatiquement, l'autorité de certification, elle doit être capable d'annuler cette clé publique, cette association, et de vous générer une nouvelle clé, etc., pour un usage futur, etc. Donc, tous ces éléments-là peuvent se faire et automatiquement, on peut arriver à, je dirais, assurer la continuité du service en dépit du fait que vous avez perdu votre clé ou bien votre clé n'est plus valide. Donc, on est capable de régénérer une autre pour pouvoir continuer. On peut aussi, à un moment donné, avoir, je dirais, un litige ou un problème concernant une opération donnée. Et du coup, là, quand il y a un litige, particulièrement dans le domaine, je dirais, financier, comme même dans le domaine administratif, rappelez-vous, on avait dit qu'à un moment donné, les objectifs de la sécurité sont 4. C'est la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la non-répudiation. Et donc, à un moment donné, si quelqu'un commet un acte ou une certaine action, et il va nier avoir fait ça. Alors là, l'autorité de certification peut intervenir. Pourquoi? Parce que l'autorité de certification, en général, quand elle génère la paire de clés publiques et de clés privées, elle peut toujours garder une copie de la clé privée, mais elle ne va pas prendre connaissance de ça. Elle va garder juste la copie et elle va la mettre dans un serveur particulier qu'on appelle l'autorité, je dirais, séquestre. L'autorité séquestre, c'est quoi? C'est une partie de l'autorité de certification qui va, comme son nom l'indique,
séquestre. Quand on dit séquestrer quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mettre en prison. Et donc, c'est comme si elle prend la clé privée, elle va la mettre en prison. Et vous allez me dire pourquoi qu'elle fait ce genre de choses. Ben, tout simplement, elle le fait parce que s'il y a un problème à un moment donné, et on va montrer, donner la preuve que c'est tel individu qui a fait telle action, c'est grâce à sa clé privée qui engage la personne. Et on montre avec le scénario que tout le processus a été engagé et fait grâce à l'usage de la clé privée de l'individu. Et donc ça, l'autorité séquestre, elle est utile particulièrement pour le domaine judiciaire. Donc quand il y a un problème et un conflit entre des entités, on peut toujours faire surgir ça et ça permettra aux gens de pouvoir agir de la sorte pour pouvoir démontrer que telle et telle action, elle a été faite par telle personne parce que c'est lui qui possède la clé privée. Et donc, on arrive à rejouer le scénario avec la clé privée et donc donner la preuve que c'est grâce à la clé privée que les choses ont été faites. Alors, en plus de la fonctionnalité, donc c'est quoi? C'est comme la Daïra et la PC qui créent la pièce d'identité. Ah ben, c'est l'autorité de certification qui va créer ce qu'on appelle le certificat numérique. Donc, ce certificat numérique, il est créé par une autorité de certification. Alors, elle va le créer et elle va le fournir, ce qu'on appelle l'émission, c'est-à-dire elle va le fournir au propriétaire et elle va pouvoir le fournir à n'importe quelle entité qui demande justement une copie du certificat pour vérification. C'est elle aussi qui le valide parce que quand on délivre un document, en général, il y a une période légale de validité. C'est comme votre pièce d'identité, quand elle est fournie, on vous dit que, tiens, votre pièce d'identité, elle est valable 10 ans. Ça veut dire que ça, c'est grâce à la loi. Donc, vous avez la période de validité qui est 10 ans. Vous pouvez voir ça, par exemple, au niveau du passeport, c'est la même chose. Vous avez la période de validité du passeport pour dire sur quelle période, parce qu'on vous fournit ce certificat numérique, ce n'est pas quelque chose qui est à vie, puisqu'on avait dit on risque d'avoir des problèmes au niveau en cours d'utilisation. Et donc, du coup, il y a une certaine période de validité concernant le certificat numérique. Alors, d'une manière symétrique, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, vous avez une carte bancaire que vous avez perdue ou elle a été volée, etc. Donc, automatiquement, vous allez déclarer, faire une déclaration de perte, etc. Et automatiquement, on va révoquer cette carte et implicitement, on va révoquer le certificat numérique qui va avec. Et donc, l'autorité, elle a cette capacité de révoquer un certificat numérique. Et, ou bien de la même manière, vous avez ce qu'on appelle le processus de renouvellement. C'est typiquement ce que vous avez dans les cartes d'identité ou les passeports. Quand la carte d'identité arrive à expiration, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de fournir un dossier, etc. et aller à la PC ou à la Daïra qui va vous renouveler votre pièce d'identité ou votre passeport. Typiquement la même chose pour le certificat numérique. Quand il arrive à terme, ce certificat numérique doit être renouvelé. Qui va le renouveler? C'est l'autorité de certification. Alors, le troisième point, c'est la diffusion. Donc, à un moment donné, vous recevez une clé publique avec un certificat numérique, vous avez des doutes, automatiquement, ce que vous pouvez faire, c'est de contacter l'autorité de certification et faire la vérification de, je dirais, de ce certificat numérique. Ça, c'est la même chose qui se passe dans la vie réelle, en général, quand il y a un contrôle d'identité. L'agent ou le gendarme, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de voir la pièce d'identité, si elle est correcte, elle n'est pas triturée, ni elle n'est pas falsifiée, ou quoi que ce soit, pour dire que c'est quelque chose de correct. Mais dans le monde numérique, on fait plus que ça. Pourquoi? Parce qu'on a l'information, on a l'autorité de certification, on peut contacter l'autorité de certification et on peut même vérifier sa signature, si elle est valide ou pas. Et en dernier lieu, c'est l'autorité, qu'est-ce qu'elle fait? Qui, elle, délivre les certificats. En général, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va signer ces certificats. En général, pour dire, c'est moi qui ai produit ce certificat et voici ma signature. En général, vous avez toujours une signature sur le certificat numérique. Et l'avantage de ça, c'est que dans le monde numérique, on avait dit que la signature, elle peut être universellement vérifiable. C'est-à-dire que n'importe qui peut vérifier le certificat.